Bonjour chers téléspectateurs, amis du livre, de la lecture et de la culture d'expression française. C'est depuis Lausanne que nous allons désormais vous présenter cette belle émission intitulée Bibliothèque francophone à travers laquelle nous allons à la rencontre des auteurs pour que nous puissions parler de leur œuvre. Car il y a un adage qui dit « Plus que l'argent et la fortune, la connaissance est une valeur sûre de la vie ». Alors à travers les livres, nous essaierons de vous communiquer les réflexions des compatriotes congolais, de ceux qui s'intéressent à l'Afrique et de ce qui se passe ici, de manière à ce que vous puissiez avoir une matière qui puisse quelque part vous instruire. Et aujourd'hui, nous sommes reçus dans ce très beau cadre des Nasfor TV avec l'équipe technique de DEMAC IVP qui nous accompagneront toujours dans la réalisation de notre modeste programme à travers lesquels vous pourrez être informés de toutes les publications qui se feront ici en Suisse, à Lausanne, pour ceux qui voudront bien nous rencontrer, et à travers l'Europe, pour ceux qui seront de passage à Lausanne ou pour ceux qui pourront nous inviter. Et aujourd'hui, votre humble serviteur, à travers le froid qui fait actuellement à Lausanne, s'est baladé à travers les rues et est tombé sur un compatriote congolais très courtois que nous avons invité aujourd'hui et qui a accepté d'être là sur le plateau pour parler de son ouvrage. Il a publié un livre très intéressant intitulé « Les mineurs préférés du diable, tragédie au Kivu ». Et il se nomme Germain Dimbenzi Bayedi. Il est auteur congolais. Il a publié en 2010 l'ouvrage intitulé « Les procès Mobutu » qui a été adapté au théâtre et l'année passée, les salles ont été pleines ici à Lausanne pour suivre cette belle restitution politico-judiciaire qu'il a pu imaginer. Germain Dimbenzi, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue dans Bibliothèque francophone à partir de Lausanne. Merci. Alors la première question que je vous pose, était-ce une nécessité pédagogique pour vous de prendre le conflit congolais au-delà du jargon politique, au-delà du jargon économique, diplomatique, et les romancer de manière à ce que cette réalité puisse être connue à travers le monde entier par les citoyens lambda qui ne comprennent toujours pas peut-être ce que c'est le langage diplomatique, qu'est-ce que le langage politique et scientifique qui entoure un peu les 10 conflits. Merci beaucoup Alain. Donc, comme je l'ai dit, les livres relatent une tragédie. Et une tragédie, c'est des faits très très graves qu'on essaye de relater dans les livres. Et maintenant, il était question de réfléchir sur la manière de faire passer les messages. Parce que le but était que le message arrive à ratisse large, raison pour laquelle, avec mes collaborateurs, et j'aimerais d'ailleurs souligner que je suis l'auteur du livre, mais j'étais obligé de travailler avec des confrères sur place au Kivu et qui ont requis l'anonymat. Donc nous avons respecté ça. Raison pour laquelle nous avons pensé à utiliser une forme romancée. Peut-être que ça passerait mieux aux yeux du public. Voilà pourquoi nous avons choisi cette manière de faire. Alors, dans le livre, quand je vais à la page 37, vous dites ceci. À vrai dire, tous ces véreux acteurs politiques locaux, régionaux impliqués dans cette guerre, tous ces acteurs armés en tête des différents groupes rebelles sémant la mort, la désolation de la population n'étaient, dans la plupart des cas, que de farfelus recrutés ça et là par certaines forces extérieures qui tiraient véritablement la ficelle, placés en tête des milices montées en toutes pièces, un peu comme on manœuvre de pièces dans une partie d'échecs, à qui on accordait quelques minables faveurs et on faisait miroiter un avenir radieux, une fois au pouvoir, et rien que de simples illusions. Crois-moi, surtout quand on sait bien qu'il n'y a jamais eu, dans cette guerre d'objectifs politiques, il n'était question que de minerais, du contrôle d'immenses richesses locales. La guerre au Congo, c'est une guerre internationale, évidemment faite par sous-traitance. Alors là, ce n'était secret pour personne que la guerre qui s'est vue au Kivu plus de 2 décennies déjà presque, c'est une guerre assez compliquée. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un ami, un confrère belge que j'aime bien, dont je tairai le nom d'ailleurs, qui m'avait dit, mais la guerre qui s'est vue chez vous, c'est comme un pandémonium. Donc c'est tellement compliqué à cerner. Ce n'était secret pour personne. Donc il y a plusieurs acteurs qui interfèrent dans cette guerre. Il y a des acteurs internationaux, bien sûr. Il y a des acteurs régionaux, des acteurs nationaux. Donc les RD Congolais eux-mêmes
Et puis, il y a des aventuriers de tous bords. Donc, il y a des étapes. Bon, maintenant, il est question de savoir qui tire vraiment ficelle cette guerre. Et cette guerre se repose sur quoi en réalité? Comme vous l'avez bien lu d'ailleurs, et je te remercie. C'est une guerre qui n'a aucun objectif politique. Il n'y a aucun objectif politique dans toutes ces guerres. Et d'ailleurs, ce qui me froisse, je vais aussi saisir cette occasion pour dire à mes compatriotes, ainsi qu'au monde entier, j'entends souvent les gens dire la guerre au Kivu. Mais ce n'est pas la guerre au Kivu. Ce sont des guerres à répétition qui s'étalent sur une durée de 20 ans. OK? Alors, tous ces conflits armés à répétition sèment la désolation, la terreur au sein de la population. Ça paupérise la population et le bilan il est tellement lourd que tout le monde aujourd'hui s'élève pour dire non, non à ces massacres, non à l'exploitation illégale des matières premières du Congo, non au viol, et tout ça ce sont des effets secondaires de cette guerre en fait. Mais c'est quand même curieux, on connaît au Congo ce qu'on appelle la plus grande mission de maintien de la paix de l'histoire des Nations Unies, et nous n'avons toujours pas la paix. Les 3/4 de ces forces se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont des drones, ils ont l'armement sophistiqué, mais ils n'arrivent pas toujours à imposer la paix, ces soldats des Nations Unies qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cet immobilisme des forces des Nations Unies qui sont là avec mandat d'imposer la paix, mais qui n'y arrivent pas? Mais je pense que tous ces conflits armés au Kivu reflètent des gros intérêts financiers. Hein. Je pense que si aujourd'hui la voix de la communauté internationale s'est toujours tue concernant les conflits du Kivu, c'est parce qu'il y a des intérêts, il y a des gros enjeux financiers. Ça, ce n'est un secret pour personne. On le sait. C'est-à-dire que la mission de maintien de la paix des Nations Unies est bel et bien là. Mais dans la pratique, pourquoi ils ne sortent jamais ces griffes? Oh, ils ont tous les moyens. Je pense que vous vous souvenez, à une certaine époque où on massacrait des populations congolaises du Kivu, je pense que c'était pas à Walikale, je pense que c'était à Beni, où il y a eu vraiment un massacre sous les yeux des casques bleus. Et les casques bleus ne sont pas intervenus. Et tout le monde a dit, mais pourquoi vous n'avez rien fait? L'explication, ils ont dit, non, mais nous, on est légalement liés. C'est-à-dire que la mission des Nations Unies sur place n'a pas vocation de se substituer à l'armée gouvernementale. Ça, c'est une explication légale. Ils ont raison de le dire. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc, on massacre des populations et les casques bleus sont là, ils ne font rien, ils n'interviennent pas. Parce qu'il y a une certaine loi qui leur interdirait d'intervenir. C'est de la foutaise. On sait bien s'ils n'interviennent pas, parce que c'est un plan savamment orchestré par la communauté internationale. Donc, l'explication, c'est les intérêts. Mais aussi, je peux aussi dire que c'est aussi par... la communauté internationale a toujours voulu se racheter une bonne conscience. N'oublions pas les génocides rwandais en 1994. Nous en parlerons, oui. Voilà. Donc là, maintenant, la communauté internationale s'est dit, non, nous avons nos intérêts. Et puis aussi, ils veulent se racheter une conscience parce qu'ils se sentent toujours coupables de n'avoir pas intervenu lors de la crise au Rwanda, au génocide rwandais. Ça, on sait aussi. Mais ne nous voilons pas la face. Toutes ces guerres à répétition visent que la population congolaise par ses richesses et pour ses richesses. Ça, on le sait. Alors, moi, je vous lis à la page 38, j'aimerais vraiment être dans le livre tout le temps. Nous sortirons un peu dans l'actualité tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord être dans le livre. Vous dites, car les sadiques souffrent d'une perversion dans laquelle la satisfaction sexuelle ne peut être obtenue qu'en infligeant de souffrances physiques ou morales à leurs partenaires. Toutes ces diaboliques multinationales ne pouvaient s'enrichir illégalement et faire prospérer leurs affaires qu'en commanditant des conflits armés qui, à leur tour, infligeront
atroces souffrances et pires sévices allant jusqu'à la mort à d'innocentes populations. Donc, il y a forte similitude. Le profil psychologique est pareil. Le multinational et les sadiques sont presque pareils. Ça veut dire que les multinationales sont comme des fous furieux en quête de bénéfices et qui sont prêts à sacrifier des hommes pour ça. Oui, ça peut paraître un peu assez caricatural quand on présente les choses de cette manière, mais je pense qu'il y a une explication. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'auteur congolais, pourquoi j'ai choisi cette figure de style J'ai parlé aussi avec des amis psychothérapeutes. Voilà. On a essayé un peu d'étudier les profils. Voilà les faits. Nous avons les coltans. Ces produits sans lesquels il n'y aurait pas tous ces gadgets électroniques qui font le bonheur des multinationales. Sans les coltans, on n'aura pas toutes ces richesses générées. Le bonheur de la modernité aussi. Voilà, on ne peut pas. Alors, maintenant, la plus grande réserve mondiale de cette matière se trouve sur une partie du Congo, à l'est. Bon, maintenant, il faut s'en accaparer. Là, on parle de la survie des grandes multinationales. Et maintenant, il n'y a que des choix. Il faut engager une élite là-bas. Et ils utilisent des autochtones, et pas seulement. Ils utilisent aussi les pays limitrophes, en créant des guerres, des conflits armés à répétition. Et dans ces désordres, ces multinationales, ils exploitent illégalement. Je ne vous apprends rien que des tonnes et des tonnes de minéraux traversent la frontière congolo-rwandaise. Illégalement, je dis bien. Illégalement. Donc, et pendant ce temps, il y a des viols. Il y a des massacres des populations entières. Les villages sont incendiés. Et même les bébés qui sont violés, les hommes décapités. Eh bien, ça dit que par cette souffrance et grâce à cette souffrance, les multinationales s'enrichissent. Or, un psychopathe, ou vous avez dit déjà quoi? Les termes des sadiques. Je n'ai pas voulu répéter. Hein. Voilà. Mais un sadique ne peut trouver sa satisfaction sexuelle qu'en infligeant des souffrances. Alors dites-moi si j'ai tort de comparer un peu les profils. Ceux qui nous suivent, ils feront eux-mêmes une évaluation. Alors. Moi, je ne veux que présenter les livres et faire parler l'auteur. Mais aussi, c'est vrai que on prend aussi les choses dans le sens littéraire. De la chose. Ça dit que ce sont des sadiques dans le sens littéraire. Donc on fait un peu une sorte de comparaison des profils. Mais ce qui est important à souligner, ce sont les conséquences de leurs actes. C'est quoi? La souffrance. Okay? C'est cette souffrance-là qui fait que leurs entreprises prospèrent aujourd'hui. On a beau crier, on a beau plairer. La situation à l'est du Kivu, elle est connue par tous les décideurs du monde, mais ça n'a jamais changé. Parce qu'il y a des gros enjeux financiers, en tout cas. Alors, je lis les derniers paragraphes de la page 38. Vous dites comme des vérités qui sont... Bon, j'espère que voilà, ça ouvrira les yeux à beaucoup de gens. J'en suis sûr, continua-t-il d'enguirlander, toujours avec autant de hargne, qu'aux yeux de ces sadiques tyrans, véritablement la ficelle dans cette horrible guerre à l'allure d'un imbroglio, tous ces acteurs armés à leurs bottes n'étaient que d'inconscients gladiateurs ayant atteint le point culminant de leur stupidité et idiotie, s'ébattant dans l'arène contre eux-mêmes, contre leurs propres intérêts pour des illusions. Ça veut dire que quelque part, voilà, tous ceux qui ont pris les armes au Congo, finalement, ne sont animés que d'une forme de stupidité, d'idiotie, des gladiateurs qui ne savent pas qu'en se battant, évidemment, ils ne vont que vers leur propre perte. Oui, c'est vrai que, avant de répondre à votre question, qui est là une très belle question, hein, il faut déjà mettre les bases. Hein. Nous savons bien ce qui est à la base de tous ces conflits au Kivu, c'est la cupidité, l'avidité. Ça, on est d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité sur cette partie? Il y a tellement de gros intérêts financiers.
et que chacun veut avoir sa part du gâteau. Ce qui fait qu'il y a plusieurs groupes armés sans fondement qui n'ont qu'un seul but, en fait. Le but, c'est aussi de gagner quelque chose. Ils se font corrompre, ils se font acheter par ceux qui tirent véritablement la ficelle, hein, dans cette guerre. Donc les grandes multinationales qui les utilisent. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Pour mieux comprendre ce qu'il y a de grave, j'aimerais citer un philosophe qui disait « La pire chose dans une guerre est d'être trahi par son propre camp ». Mais regardons ce qui se passe au Congo, regardons ce qui se passe en Afrique. Je vais me limiter là. Ce sont des Congolais qui tuent les Congolais. Ou qu'un Rwandais, qu'un Ougandais ou qu'un Burundais tue un Congolais, mais il tue son propre frère. Un Africain qui tue un Africain. Un Congolais qui tue un Congolais. La pire chose dans une guerre est d'être trahi par son propre camp. Donc un Africain qui trahit l'Afrique. Un Congolais qui trahit le Congo. Et ça, c'est la pire des choses. On va remonter plus loin. Vous l'avez si bien dit, hein, j'ai écrit Procès Mobutu. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Le procès Mobutu, c'est un procès fictif qui met en scène les jugements d'un dictateur pour des crimes commis au cours de son règne. Mais quand on voit bien, c'est tout l'environnement sociopolitique de l'Afrique qui s'était retrouvé sur les bancs des accusés. Qu'est-ce qui se passe? L'Africain n'aime pas l'Africain. L'Africain n'aime pas l'Afrique. Je suis désolé. Mais Germain, j'aimerais quand même rebondir sur ce que l'Africain n'aime pas l'Africain. Mais quand nous sommes en Europe ici, l'Africain est le premier à désigner les Blancs pour dire que voilà, les Blancs sont racistes par rapport à l'Africain. Est-ce qu'on peut dire si l'Africain n'aime pas l'Africain, est-ce qu'il y a un racisme africain-africain? Bon, je n'irai vraiment pas jusque-là, mais je pense qu'il faut une certaine prise de conscience réelle et véritable dans les chefs de nos populations ou dans nos communautés. Hein. Le problème, c'est qu'entre Africains, il se passe beaucoup de choses. Hein. La guerre du Kivu dont on parle tant, c'est une guerre congolo-congolaise. Africaine. Je suis désolé de le dire. Parce que ceux qui tirent les ficelles, ce ne sont pas les forces extra-africaines qui viennent combattre sur le sol congolais. Hein. Ce sont les Africains qui se battent contre les Africains. Donc si j'ai pris cette image de les comparer à des gladiateurs qui ont atteint les sommets de leur stupidité, ils sont stupides. Ils sont tellement stupides parce qu'ils croient quand... Qu'est-ce qu'un Rwandais s'imagine en attaquant le Congo, par exemple? Ils se disent, bon, oui, nous, on se sert là-bas, on profite du désordre, mais il se tue lui-même. Il se tue lui-même. Et pourquoi? Pour des miettes, quoi. Un Congolais qui va comploter contre le Congo, qui va monter des intrigues contre son propre peuple. Mais je suis désolé, il a atteint les sommets de sa stupidité. Donc, maintenant, nous devons commencer à nous montrer un peu plus intelligents que ça. On ne mérite pas ça, on ne mérite pas de gladiateurs stupides. Nous voulons des vrais gladiateurs qui se battent pour le peuple, qui se battent pour les pays et qui se battent pour les continents. L'intérêt supérieur de la nation doit toujours primer sur nos intérêts égoïstes personnels. Et jusque-là, nous n'avons pas encore atteint ce stade. Et c'est triste, raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance de suivre les procès Mobutu, qui étaient dans les salles à Lausanne, ils ont pu constater pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, notre cher continent, l'Afrique, reste toujours dans la queue dans la classe des continents. On ne mérite pas ça. Donc moi je pense qu'on doit changer notre façon de réfléchir, notre vision des choses. On doit vraiment se montrer un peu plus intelligent que ça. Parce que là, ça ne va pas.
Alors, moi, je suis toujours dans le livre. Dans le livre, c'est l'histoire d'un prêtre malade qui a reçu un jeune homme comme fils adoptif et qui l'a élevé. Finalement, le prêtre parle et raconte ses conflits à son fils. Il lui explique ça. Alors, à un moment donné, j'aimerais quand même lire à la page 39, si j'ai bonne mémoire. Il dit, j'étais au moment des faits le jeune curé de la paroisse mère de Goma et nouvellement promu vicaire général du diocèse portant le même nom. En tant que tel, j'avais l'obligation spirituelle et morale vis-à-vis de mes nombreux fidèles de les protéger et de les assister. Mais il n'y avait que ça. J'avais aussi un devoir patriotique vis-à-vis de mon peuple, de ma nation, de m'opposer farouchement à toute action visant à les déstabiliser, à piller systématiquement nos richesses. Je devrais à tout prix combattre ces odieux crimes organisés ainsi que ces massacres d'innocentes populations. Aujourd'hui, puisque quand on dit prélat, je pense que c'est un prélat catholique, si j'ai bonne mémoire, l'Église catholique au Congo se substitue un peu à l'État aujourd'hui. Ça veut dire que là où l'État a failli, l'Église est là pour consoler les administrés. Bon, c'est vrai que l'Église catholique a toujours joué un rôle très important dans la vie politique de beaucoup de pays africains, pas seulement au Congo, hein. Ça on le sait. Et des fois, ils ont, ou elle a, cette église, malgré elle, l'obligation de sauver les meubles quand ça ne va pas. D'ailleurs, vous voyez avec ce que La Senko. Senko fait au Congo, hein. Donc, ce n'est pas une grande première, hein. Ça a toujours été un peu comme ça. Mais il faut aussi se dire que l'Église catholique est la plus grande église d'Afrique, en tout cas, hein. Ils ont plus de croyants, hein, d'adeptes que tous les autres églises. C'est la plus grande église, hein. Donc ils jouent son rôle. Mais on ne va pas s'étendre là. Mais les problèmes, moi, ce qui m'intéresse, comme vous avez dit, ce livre, c'est un dialogue avant tout. C'est un dialogue entre un père, un prélat catholique, avec un fils qu'il a adopté parce qu'on sait que les prélats ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas avoir des enfants. Mais lui, alors, c'était un prélat, un activiste des droits de l'homme qui se disait je suis prêtre, donc j'ai l'obligation morale et spirituelle, bien sûr, mais pas que ça, j'ai aussi une obligation patriotique. D'intervenir dans la vie de mon pays, dans la gestion de cette crise. C'est un clin d'œil que vous avez fait par rapport à Monseigneur Monzerewa, à tous ces prêtres qui ont été assassinés dans le Kivu parce qu'ils ont toujours été à côté du peuple? Justement, c'est-à-dire que j'ai fait un clin d'œil à beaucoup de gens, à tous ces prêtres que vous avez bien voulu citer, mais aussi quand vous lisez à la fin des livres, j'ai aussi rendu hommage au docteur Denis Mukwege qui fait du bon travail, et aussi à une dame, Madame Kachouva, qui a été sauvagement assassinée. Donc elle-même, cette dame, Kachouva, elle était violée par les milices. Elle était violée, et puis après, mais ça ne l'a pas brisée. Elle a dit, j'ai été violée, j'ai été victime de viol, il n'y a pas de problème. Et elle a commencé à lutter pour les victimes et contre les agresseurs. Et pour la punir, elle a été sauvagement violée et assassinée. Donc je l'ai rendu hommage à cette grande dame. Mais le problème, c'est que on va revenir un peu sur les prélats qui se disaient, je suis prêtre, j'ai l'obligation morale, spirituelle, tout ça, mais aussi l'obligation patriotique. C'est-à-dire que je voulais dire à mes compatriotes congolais, mais aussi à mes frères africains, que je pense qu'un nouveau type d'homme africain s'impose. Parce que l'homme africain qu'on nous présente maintenant est pitoyable. C'est un homme pitoyable. L'homme public, ou bien l'homme politique, ou bien le citoyen lambda? Alors, parlons de l'homme à responsabilité. Hein? Il peut être l'homme politique, économique, acteur économique, tout ça. C'est pitoyable. C'est-à-dire que nous devons... C'est pourquoi j'ai dit on doit se montrer plus intelligent que ça. Nous devons prendre conscience de nos erreurs, de nos failles, de nos insuffisances pour essayer un peu d'augmenter notre niveau de réflexion, d'augmenter notre façon de concevoir les choses.
nous montrer plus intelligents qu'avant. Et ces messieurs fictifs, bien sûr, les prélats dont j'ai parlé, je pense que pour moi, ils représentent un peu l'homme du futur. L'homme que moi je veux pour mon pays ou pour mon continent, l'Afrique. Un homme qui sait prendre des risques. Un homme qui ne fait pas, quand il s'agit des intérêts de son peuple, de sa nation, un homme qui ne fait pas de sentiments, mais qui reste lucide face à la situation, intelligent, réfléchi, rationnel. Mais pas l'homme actuel qu'on voit aujourd'hui, qui est égoïste, corrompu, corruptible, inconscient, illogique, pas intelligent. On ne peut pas bâtir un pays avec des cerveaux altérés. Je suis désolé de le dire. Donc, cette figure de ce prélats, pour moi, c'est l'homme du futur, quoi. C'est l'homme congolais que je veux, c'est l'homme africain que je veux, mais pas celui que je vois là devant moi. Alors, tout à l'heure, vous avez quand même évoqué, vous avez effleuré une des questions que j'ai pensé vous poser, mais je vais quand même la mettre sur la table. Vous parlez dans le livre, à la page 45, du drame des femmes violées. Donc, elles sont violées, répudiées par leur mari, et elles portent en elles des enfants non désirés parce que issus de ce viol. Alors, c'est quand même assez difficile pour elles de gérer, c'est quand même très complexe pour gérer une telle situation. Alain, ça fait très mal parce que quand tu lis les livres à la fin, j'ai dit que c'est mon deuxième livre, publié en mon nom, Oui. bien que j'ai écrit beaucoup qui n'est pas publié. Mais là, c'est le deuxième publié en mon nom. Je n'ai eu à aucun moment, je n'ai eu du plaisir à écrire ce livre. Comment ce livre a été écrit? C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs, des confrères sur place qui m'ont rapporté des faits que moi, je devais écrire. Donc, je devais mettre des mots sur leurs souffrances. Et pour moi, en tant qu'écrivain, j'ai beaucoup écrit jusque-là, mais je n'ai jamais ressenti cette douleur, cette peine, cette colère en écrivant ces livres. Rapporter des cruautés, des horreurs que l'homme commet. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et pour le cas de ces femmes violées, qui se retrouvent avec des enfants, aussi, souvent, elles sont mises sur les bancs de la société. C'est-à-dire qu'elles sont bannies. Elles perdent leur mari, elles perdent leurs amis, elles perdent même leur famille, quoi. Simplement parce qu'elles ont été violées par des milices, violées par des bandes armées, violées par les seigneurs de guerre. Directement, on les considère comme les femmes des rebelles, entre guillemets. Hein. Mais non, c'était des relations sexuelles non consenties. C'est pourquoi ça s'appelle des viols, d'ailleurs. Mais dans la société, des fois, on ne voit pas ça. Et ces femmes-là, elles souffrent de plusieurs façons. Elles ont été victimes de viols. Elles ont eu des enfants non désirés, disons-les quand même. Hein. Et à la fin, elles sont mises sur les bancs de la société, abandonnées. C'est comme des parias à l'époque. Vous imaginez un peu la souffrance de ces femmes. Et moi, je peux vous certifier, moi j'ai eu à parler avec quelques-unes. J'étais obligé parce que bon, pour écrire les livres, il faut être plus objectif, il faut être plus outillé, renseigné. Donc j'ai eu quand même le temps de parler avec quelques-unes. Donc c'est une tragédie qui ne doit pas parler sous silence. Il faut qu'on s'élève, qu'on essaie un peu de se lever, de se dire stop à tous ces massacres, stop à cette exploitation, stop à toutes ces horreurs. Parce que personne ne mérite ça. Aucune femme, aucun enfant, aucun homme ne mérite d'être traité comme ce qui se passe au Kivu. Alors, le livre s'intitule Les minéraux préférés du diable, un livre très intéressant. Nous, Congolais, nous disons qu'au Congo, au Kivu, depuis 20 ans, il y a eu 6 millions de morts. Il y a un génocide congolais, mais que la communauté internationale, bon, il y a ceux-là qui l'ont reconnu, il y a ceux-là qui ne le reconnaissent pas encore.
que pouvons-nous faire comme lobbying aujourd'hui pour, évidemment, à l'instar de tous les génocides qu'il y a à travers le monde, qu'on puisse aussi parler de notre génocide et de punir les coupables parce que les coupables, nous les connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Faisons-nous assez de lobbying? Devons-nous faire preuve de beaucoup d'intelligence? Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour essayer de mettre cette dynamique-là de la justice internationale sur les génocides congolais en train de fonctionner? Mais allez, je pense qu'il n'appartient qu'à nous-mêmes, victimes de ces génocides, de faire entendre notre voix, de lever la voix, de se soulever, d'essayer un peu de faire reconnaître. Quand on voit dans l'histoire, ça n'a jamais été facile de faire reconnaître les génocides. Il y a des conditions, il y a des critères et tout ça. Et les décideurs, entre guillemets, ils trouvent toujours des subterfuges pour essayer un peu de conditions. Non, les conditions ne sont pas encore remplies, mais il faut se battre. Il faut se battre comme les autres l'ont fait. Il faut se battre, nous devons nous battre pour tout faire à ce qu'on reconnaisse ces génocides, surtout quand les critères sont remplis. Comme les autres l'ont fait avant nous, on est aussi capable de les faire. Mais pour cela, nous devons nous unir. Unir nos forces, unir nos intelligences. C'est pourquoi je reviens toujours à dire qu'il faut un nouveau type d'homme congolais ou d'homme africain. Un homme réfléchi, courageux, lucide, intelligent. C'est très important d'être intelligent, de se montrer intelligent. C'est très, très important. Parce qu'avec l'intelligence, on peut renverser beaucoup de choses. La vapeur, on peut la renverser. Donc, si on veut nous reconnaître, nous devons d'abord commencer par nous reconnaître nous-mêmes. Mais quand on ne se reconnaît pas soi-même, on est perdu. Et les autres avec nous. Donc, il n'appartient qu'à nous de nous efforcer à faire reconnaître ce qui est notre devoir. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on s'aime vraiment, et on aime notre pays, on aime notre patrie, je pense que tout est possible. Hein. Il n'y a pas de raison, mon cher. On voit, je vais citer les Arméniens par exemple, qui se sont battus, qui continuent à se battre d'ailleurs pour leur génocide. Donc ça n'a jamais été facile. On doit prendre conscience. C'est une lutte qu'on doit mener jusqu'à la fin. Alors, les minéraux préférés du diable, tragédie au Kivu, écrit par Germain Dimbenzi Bayedi, un livre très intéressant que je recommande à tout le monde, qui explique de manière romancée toute la complexité de la situation à l'est de la République démocratique du Congo depuis 1994 jusqu'à nos jours. Un très bon livre. Où est-ce qu'on peut le trouver ici à Lausanne, Germain, ce livre-là? Alors le livre, il est disponible chez Payot, chez Amazon aussi, à la fnac.ch et puis aussi sur le site de l'éditeur yvelinedition.fr, vous trouverez les livres. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a une librairie qui est ici, qui est basée à Lausanne. Hein. Ça s'appelle Sous l'arbre à palabres. C'est des jeunes Africains. Pour la plupart ils ont grandi ici, qui ont pris conscience de leur devoir envers leur patrie, leur continent. Ils ont créé cette librairie. Ça s'appelle Sous l'arbre à palabres. Là aussi, vous trouverez tous mes livres, Procès Mobutu, les minéraux préférés du diable. Donc, c'est facile de s'en procurer en tout cas. C'est facile. Alors, Germain Dimbenzi, moi, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je remercie aussi le cadre technique qui nous a reçus, Nasfor TV, DEMAC IVP, qui va essayer de vous embellir toutes ces images et vous le mettre en ligne de manière à ce que vous puissiez la voir autant que vous voudrez et vous renseigner. Et je tiens aussi à vous informer que votre humble serviteur vient de publier un ouvrage très intéressant intitulé « Modérance ». C'est un recueil de prose publié aux éditions Stella Maris. Et probablement, peut-être Germain, peut-être la prochaine fois, tu vas m'interviewer sur mon livre. Avec pour plaisir. que j'en donne la quintessence à tous ceux qui s'intéressent à la publication. Et je vais les lire d'ailleurs. Hein. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir. À tous ceux qui s'intéressent à la publication de la diaspora africaine et à tous ceux qui s'intéressent évidemment à la langue française en général. Vraiment, un grand plaisir a été pour moi de vous recevoir sur ce plateau et de parler de votre livre. Et un plaisir a été aussi pour moi, en tant que serviteur,
de vous présenter le livre de Germain Dimbenzi Bayedi. Et pour tous les auteurs qui habitent la Suisse, vous habitez les environs de Lausanne et vous estimez que vous avez écrit et vous voulez que nous puissions partager vos réflexions avec la communauté, il y a le numéro de DEMAC IVP qui est au bas de l'écran. Vous pouvez le consulter, l'appeler. On prendra rendez-vous, vous nous remettrez les livres, nous les lirons avec plaisir et nous ferons un plaisir sur le plateau de Nasfor TV de manière à ce que vous puissiez communiquer avec le monde. Je suis vraiment votre humble serviteur et je ne vais que servir la langue française, les cultures de notre cher continent et évidemment faire la promotion de la matière grise, non pas pour diviser, mais pour rassembler les hommes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube. Au revoir.